Il y a des nouvelles qui nous font s'interroger en Abitibi-Témiscamingue. Celle-là, sans doute, un patient qui devait être transporté d'urgence à Montréal est mort sur le tarmac de l'aéroport de Val-d'Or il y a 2 semaines, le 4 janvier. Et ça, c'est des informations divulguées par le quotidien La Presse. Le drame serait causé par la vétusté des avions et l'indisponibilité des pilotes du service aérien gouvernemental. Durant l'embarquement, les tubulures qui permettent d'administrer par intraveineuse des médicaments vitaux auraient gelé, ce qui a aggravé l'état de santé du patient. Le bureau du coroner ne retracera pas le décès qui a été officiellement enregistré à l'hôpital de Val-d'Or, donc il n'y aura pas d'enquête. Le personnel médical et les pilotes disponibles au moment de l'incident ne seraient nullement en cause. Et pour des élus de la région, la présence de Mme Geneviève Guilbeault hier pour la 117, c'est aussi l'occasion de lui présenter d'autres projets. Et Camélia Laliberté en a pris note. On va aller un peu sur la piste, on va vous montrer un peu les installations. Une visite de l'aéroport de Val-d'Or attendait la ministre Guilbeault mercredi après-midi. La mission première était de lui présenter les optimisations qui devront éventuellement être réalisées. En premier lieu, c'est parce qu'on voulait la sensibiliser, parce qu'on a des gros travaux qui s'en viennent sur 2 ans. Comme la phase 1, ça serait tout le changement du système de balisage lumineux, ainsi que la réfection du tablier principal qui se trouve devant l'aérogare et la voie de circulation qui donne accès à la piste. Les derniers travaux de réfection de la piste d'atterrissage remontent à 1994, soit il y a 30 ans. Une modernisation ne serait donc pas un luxe à s'offrir, soutient Louise Beaulieu. C'est un enjeu majeur. Et c'est même critique, là, je te dirais. Là. Fait que nous, on trouve ça essentiel que tous les paliers du gouvernement puissent nous aider à financer ce projet-là. Mais avant de pouvoir débuter les optimisations, une somme provenant du fédéral doit d'abord être administrée. Le fédéral est conscient de la situation. J'ai aussi là-dessus déjà eu des discussions avec Pablo Rodriguez, le ministre des Transports au niveau du fédéral. L'équipe de Mme Beaulieu aussi travaille ardemment à partir des programmes qui existent au niveau du fédéral. Mais souvent, il va y rester quelques morceaux d'argent à attacher pour être capable d'avoir un projet concret. Donc, je pense que c'est important que l'équipe de Mme Guilbeault soit au fait de la situation. D'après l'administration de l'aéroport, si les prochaines étapes se déroulent dans l'ordre, les travaux devraient commencer dès l'été prochain. La direction de l'aéroport devrait, en principe, recevoir une réponse de financement du gouvernement fédéral d'ici la fin du mois de janvier. C'est un projet qui devrait coûter 26 millions sur 2 ans. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Il en a été question aussi à travers le Québec. Là, je ne sais pas qui a mal réfléchi de ce côté-là. Le nombre de patients en attente d'une chirurgie depuis plus d'1 an dans la région ne cesse d'augmenter. En date du 30 décembre dernier, 151 personnes n'avaient toujours pas eu leur opération alors qu'à pareille date en 2022, ils étaient seulement 46 selon les données du tableau de bord sur la performance du réseau de la santé du gouvernement. C'est une hausse de plus de 200 %. Et là, le manque de profs qui a raison de la formation accélérée en conduite d'engins de chantier du Centre de formation professionnelle de Val-d'Or, c'est le cas aussi ailleurs au pays. On ne pourra pas finalement donner le cours cette année. Le programme accéléré qui ne peut pas être reporté à une date ultérieure. Construire ou acheter, c'est le choix auquel sont confrontés bien des gens d'ici en ce début d'année. Dossier d'Anthony Dallaire. Est-ce que 2024 va être plus clémente que 2023? La réponse, c'est oui. Qui dit nouvelle année dit aussi nouveaux projets immobiliers. On voit déjà qu'on semble avoir terminé avec les hausses consécutives là, de la Banque centrale du Canada. On parle même peut-être d'un répit, là, des baisses de taux à venir. Et certainement que ce sera facilitant pour les premiers acheteurs. Là, ce qu'on vit en ce moment, c'est que les acheteurs, ben là, on a un taux d'intérêt plus haut, mais par contre, vous pouvez la négocier un petit peu plus, la maison, que vous auriez pu à l'époque de la pandémie. Là. Selon les observations des experts, les taux d'intérêt devraient se normaliser plus ou moins à 5 %. Ceci étant dit, est-il plus avantageux dans le contexte actuel de construire ou d'acheter sa propriété? En Abitibi, on a un parc de maisons qui s'est surtout construit dans les années 80. Fait que je pense qu'aujourd'hui, acheter une maison qui est déjà construite va probablement être un meilleur rapport qualité-prix si on regarde au pied carré et si on envisage une construction neuve. Par contre, il faut comprendre qu'on n'est pas en train d'acheter la même chose. Tu as des avantages et des inconvénients dans les deux. Par contre,
Si on va dans une maison des années 80, qu'on va peut-être payer en moyenne, je ne sais pas, 300 350 000, dépendamment de la maison, dépendamment des rénovations, bien, l'aménagement paysager à l'extérieur est déjà fait. La construction neuve, il n'est pas fait. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment du budget des gens. En écho à ces constats, le parfait entre-deux, selon les intervenants, est la construction de maisons préfabriquées. Une alternative de plus en plus populaire. Chez Maisons Nordiques à la Sarre, le chiffre d'affaires a quasiment doublé en 3 ans. Sur la quarantaine de maisons en moyenne vendues chaque année, c'est une trentaine de maisons de plus qui sont commandées par année depuis 2021. Oui, c'est un bel entre-deux parce que la maison est construite à l'abri des intempéries. Moins de surprises, si tu veux. Puis l'achat, on peut faire de l'achat de matériaux en grand volume, ce qui fait qu'on peut avoir des meilleurs coûts de matériaux pour construire notre maison. Avec le contexte économique de la région, Jean-Sébastien Gilbert juge que le parc immobilier devrait encore continuer de grandir en Abitibi-Témiscamingue. Anthony Dallaire pour RNC Nouvelles. Le centre d'exposition d'Amos présente un calendrier d'activités culturelles pour les mois de janvier jusqu'à mai prochain. Prochain événement, c'est gratuit. Salut le 25 janvier, c'est la table ronde L'invisible communication des arbres. À un peu plus d'une semaine de la 39e finale régionale décentralisée des Jeux du Québec, le comité organisateur a dévoilé la programmation. Hier, 800 athlètes vont prendre part à une quinzaine d'épreuves. Yoann Carrière. Les préparatifs sont majoritairement terminés. Il ne reste que quelques points à peaufiner pour le comité organisateur de la 39e finale régionale centralisée des Jeux du Québec. La compétition de ski ouvrira le bal ce samedi au Mont-Vidéo à Barrault, puis le reste des disciplines se dérouleront les 27 et 28 janvier prochains à Amos. Une cérémonie d'ouverture va également se dérouler le 26. Chaque fédération ou chaque sport a déjà préparé. Nous, ce qu'on fait, c'est regrouper tout ça, s'assurer que tout est prêt pour eux. Je crois que ça fait depuis déjà juin qu'on fait des réunions à chaque semaine, donc on est prêt. Même si la majorité des compétitions se déroulent à l'intérieur, il était important d'avoir les conditions météorologiques nécessaires pour les épreuves de ski. Le président du comité organisateur, François Sills, avoue avoir brièvement retenu son souffle avec la neige qui a tardé à arriver. C'est sûr qu'on se posait des questions avec les changements climatiques. Là, cette année, ça a été spécial. Mais finalement, là, ski de fond, ski alpin, là, tout est rentré dans l'ordre, là, donc on est bien heureux. Avec une quinzaine de disciplines sur 10 sites de compétition, ce sera une fin de semaine exigeante pour les bénévoles et organisateurs. François Sills assure qu'il y aura toutefois assez de personnel pour l'entièreté de l'événement. Chaque sport avait beaucoup de bénévoles. Nous, le comité organisateur, on s'assure là, la cafétéria, les repas, le suivi, les officiels. Donc, tout va bien jusqu'à maintenant. Là. Les bénévoles semblent être présents. Là, donc, tout est parfait jusqu'à maintenant. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Amos. Les Huskies de Rouyn-Noranda concluent leur série de 3 matchs contre le Drakkar de Baie-Comeau. C'est ce soir à l'Arena Glencore. On sait que le week-end dernier, les deux formations s'échangeaient des victoires de 4-0. L'affrontement au sommet de la Ligue de hockey junior Maritime Québec, puisque le Drakkar pointe au premier rang du classement général, les Huskies de Rouyn-Noranda sont à égalité en seconde place. La rencontre s'entame à 19h. Et l'organisation a présenté son tout nouvel autobus il y a moins d'une heure, vous le voyez. Hein? Il est au goût du jour et met en vedette les grands joueurs de l'édition actuelle des Huskies. L'intérieur est adapté au mode de vie des joueurs qui doivent souvent jongler entre études et sport. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti déjà, mais l'Abitibi-Témiscamingue est sous l'emprise d'un avertissement de froid extrême. Moins 29 la nuit qui vient, avec 30 % de risque d'averse de neige, près de moins 40 sous l'effet du vent tôt demain matin. Demain, soleil, nuages s'alternent, maximum à moins 17. Et on est perçu pour samedi, retour des nuages et un léger réchauffement, moins 15 degrés. C'était vos infos régionales. En tout respect pour les convocations de presse, demain, on rencontre le nouveau patron de la Ligue de hockey LHJMQ, Mario Cicchini. Il sera à Val-d'Or où le collègue Carrière lui parlera. Bonne soirée, bon match aux supporters des Huskies. On s'en va vous rejoindre. À tantôt.